Cette vidéo porte sur le plus vieux problème mathématique non résolu. Il remonte à 2000 ans. Certains des mathématiciens les plus brillants de tous les temps ont essayé de le résoudre, mais tous ont échoué. En l'an 2000, le mathématicien italien Pier Giorgio Odifredi l'a classé parmi les 4 problèmes ouverts les plus pressants de l'époque. Résoudre ce problème pourrait être aussi simple que de trouver un seul nombre. Ainsi, les mathématiciens ont utilisé des ordinateurs et vérifié des nombres jusqu'à 10 à la puissance de 2200. Mais jusqu'ici, ils sont revenus bredouilles. Pourquoi pensez-vous que ce problème a captivé l'imagination de tant de mathématiciens? C'est vieux. C'est simple. C'est beau. Que pourriez-vous vouloir d'autre? Alors le problème est le suivant. Existe-t-il des nombres parfaits impairs? Alors, qu'est-ce qu'un nombre parfait? Prenons le nombre 6 par exemple. Vous pouvez le diviser par 1, 2, 3 et 6, mais ignorons 6 car c'est le nombre lui-même. Il ne reste à présent que les diviseurs propres. Si vous les additionnez tous, vous constatez qu'ils s'additionnent à 6, qui est le nombre lui-même. Des nombres comme celui-ci sont appelés parfaits. Vous pouvez aussi essayer avec d'autres nombres, comme 10. 10 a les diviseurs propres 1, 2 et 5. En les additionnant, on obtient seulement 8. Donc 10 n'est pas un nombre parfait. Maintenant, vous pouvez répéter cela pour tous les autres nombres. Et ce que vous trouvez, c'est que la plupart des nombres dépassent ou sont en dessous. Entre 1 et 100, seuls 6 et 28 sont des nombres parfaits. Montez jusqu'à 10 000 et vous trouverez les deux prochains nombres parfaits, 496 et 8128. Ce sont les seuls nombres parfaits connus des anciens Grecs et ils seraient les seuls connus pendant plus de 1000 ans. Si seulement nous pouvions trouver une raison à cela, alors nous pourrions l'utiliser pour en prédire davantage. Alors, qu'ont ces nombres en commun? Il y a une chose à remarquer, c'est que chaque prochain nombre parfait est un chiffre plus long que le nombre qui l'a précédé. Un autre point commun est que le chiffre final alterne entre 6 et 8, ce qui signifie également qu'ils sont tous pairs. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment bizarres. Vous pouvez écrire 6 comme la somme de 1 plus 2 plus 3 et 28 comme la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 et ainsi de suite pour les autres également. Ils sont tous simplement la somme de nombres consécutifs et vous pouvez penser à chaque nombre supplémentaire en ajoutant une nouvelle couche. Et donc, ces nombres créent un triangle. C'est pourquoi ces nombres sont appelés nombres triangulaires. De plus, chaque nombre, à l'exception de 6, est la somme de cubes impairs consécutifs. Donc, 28 est 1 au cube, plus 3 au cube, 496 est égal à 1 au cube, plus 3 au cube, plus 5 au cube, plus 7 au cube. Et 8128 est égal à 1 au cube plus 3 au cube plus 5 au cube plus 7 au cube plus 9 au cube jusqu'à 15 au cube. Mais voici celui qui me stupéfie vraiment. Si vous écrivez ces nombres en binaire, 6 devient 110. Et 28 devient 11100, 496 devient 111 110 000, et 8128, vous avez deviné. C'est aussi une série de 1 suivie d'une série de 0. Donc, si vous les écrivez, ce sont tous simplement des puissances consécutives de 2. Applause. Oh. Maintenant, vers 300 avant JC, Euclide pensait effectivement de manière similaire lorsqu'il a découvert le modèle qui fait de ces nombres parfaits. Prenez le nombre 1 et doublez-le. Vous obtenez 2. En doublant successivement, on obtient 4, 8, 16, 32, 64, etc. Maintenant, en partant de 1, ajoutez le nombre suivant à celui-ci. Donc 1 plus 2 égale 3. Si le résultat est un nombre premier, multipliez-le par le dernier nombre de la séquence pour obtenir un nombre parfait. Donc 2 fois 3 égale 6, le premier nombre parfait. Maintenant, continuons à faire cela. Ajoutez 1 plus 2 plus 4. Et vous obtenez 7, qui est à nouveau un nombre premier. Multipliez-le par le dernier nombre, 4, et vous obtenez 28, le prochain nombre parfait.
Ensuite, ajoutez 1 plus 2 plus 4 plus 8, ça donne 15. Mais 15 n'est pas un nombre premier, donc on continue. Ajoutez 16 pour obtenir 31. C'est un nombre premier. Multipliez-le par 16 pour obtenir 496, le troisième nombre parfait. Vous pouvez continuer ainsi pour trouver des nombres parfaits de plus en plus grands. En utilisant cela, nous pouvons réécrire les trois premiers. Donc, 6 égale 1 plus, 2 fois 2 à la puissance 1, et 28 égale 1 plus, 2 plus 4 fois 2 au carré, et 496 égale 1 plus, 2 plus 4 plus 8 plus, 16 fois 2 à la puissance 4, où le premier terme est un nombre premier. Mais il y a encore une façon plus pratique d'écrire cela. Prenez n'importe quelle somme de puissance consécutive de 2, donc 2 à la puissance 0 qui est 1 plus 2 à la puissance, 1 plus 2 à la puissance, 2 jusqu'à 2 à la puissance n moins 1, et maintenant, parce que vous ne connaissez pas n, vous ne savez pas à quoi cela équivaut, mais cela équivaudra à quelque chose, alors appelons cela t. Maintenant, multipliez toute cette équation par 2 pour obtenir 2 à la puissance 1 plus, 2 à la puissance 2, jusqu'à 2 à la puissance n, et cela équivaut à 2t. Si vous soustrayez maintenant la première équation de la seconde, presque tous les termes s'annuleront et il vous restera t égale à 2 à la puissance n moins 1. Donc, vous pouvez remplacer toute cette série par 1 de moins que la prochaine puissance de 2. Donc, 6 devient 2 au carré moins 1 fois, 2 à la puissance 1, 28 devient 2 au cube, moins 1 fois 2 au carré, et 496 devient 2 à la puissance 5 moins 1 fois 2 à la puissance 4. Voyez-vous le modèle? Ce nombre est toujours 1 de plus que celui-ci, donc si nous appelons cela p, alors la formule d'Euclide qui donne un nombre parfait est 2 à la puissance p, moins 1 fois 2 à la puissance p, moins 1, chaque fois que cela est un nombre premier. Maintenant, parce que vous le multipliez par 2 à la puissance p moins 1 qui est pair, cela donnera toujours un nombre pair. Euclide avait trouvé un moyen de générer des nombres parfaits pairs, mais il n'a pas prouvé que c'était la seule façon. Il pourrait donc y avoir d'autres façons d'obtenir des nombres parfaits, y compris potentiellement des nombres impairs. 400 ans plus tard, le philosophe grec Nicomaque a publié l'Introduction arithmétique, le texte standard d'arithmétique pour les 1000 années suivantes. Dans ce texte, il a énoncé 5 conjectures, des affirmations qu'il croyait vraies, mais qu'il n'a pas essayé de prouver. Ces conjectures étaient, premièrement, le 9e nombre parfait à n chiffres. Deuxièmement, tous les nombres parfaits sont pairs. Troisièmement, tous les nombres parfaits se terminent alternativement par 6 et 8. Quatrièmement, l'algorithme d'Euclide produit tous les nombres parfaits pairs. Et cinquièmement, il y a une infinité de nombres parfaits. Tous les nombres parfaits se terminent alternativement par 6 et 8. Quatrièmement, l'algorithme d'Euclide produit tous les nombres parfaits pairs. Et cinquièmement, pendant les 1000 années suivantes, personne n'a pu prouver ou réfuter aucune de ces conjectures et elles étaient considérées comme des faits. Mais au XIIIe siècle, le mathématicien égyptien Ibn Fallus a publié une liste avec 10 nombres parfaits. 3 de ces nombres parfaits se sont avérés ne pas être parfaits du tout, mais les autres le sont. La prochaine chose à remarquer est que les 5e et 6e nombres parfaits se terminent par un 6, réfutant la 3e conjecture de Nicomaque qui affirmait que les nombres parfaits se terminent alternativement par un 6 ou un 8. La prochaine chose à remarquer est que les 5e et 6e nombres parfaits se terminent par un 6, réfutant la 3e conjecture de Nicomaque, mais qu'en est-il des 3 autres? Les nombres parfaits se terminent alternativement par un 6 ou un 8. 2 siècles plus tard, le problème a atteint l'Europe de la Renaissance, où ils ont redécouvert les 5e, 6e et 7e nombres parfaits. Jusqu'à présent, chaque nombre parfait avait la forme d'Euclide, et la meilleure façon de trouver de nouveau était de trouver les valeurs de P qui rendent français 2 à la puissance P, a donc étudié en détail les nombres de cette forme. En 1644, il a publié ses résultats dans un livre, y compris une liste de 11 valeurs de P pour lesquelles il prétendait qu'elles correspondaient à des nombres de même scène. De sa liste, les 7 premiers exposants de P donnent des nombres premiers, et ils correspondent aux 7 premiers nombres parfaits.
Mais pour certains des nombres plus grands, comme 2 à la puissance 67 moins 1, Mersenne a admis ne même pas avoir vérifié s'ils étaient premiers. Pour savoir si un nombre donné de 15 à 20 chiffres est premier ou non, tout le temps ne suffirait pas pour faire le test. Mersenne a discuté du problème des nombres parfaits avec d'autres sommités de l'époque, y compris Pierre de Fermat et René Descartes. En 1638, Descartes a écrit à Mersenne « Je pense que je peux montrer qu'il n'y a pas de nombre parfait pair. » Il croyait aussi que si un nombre parfait impair existe, il doit avoir une forme spéciale. Il doit être le produit d'un nombre premier et le carré d'un autre nombre. S'il avait raison, ce seraient facilement les plus grandes percées, mais sur Descartes n'a pu prouver aucune de ses affirmations plus tôt. Au lieu de cela, il a écrit « Quant à moi, je juge que l'on peut trouver de vrais nombres parfaits impairs. » Quelle que soit la méthode utilisée, la recherche de ceux-ci prend beaucoup de temps. Environ 100 ans plus tard, à l'Académie de Saint-Pétersbourg, le mathématicien prussien Christian Goldbach a rencontré un prodige des mathématiques de 20 ans. Et en 1729, Goldbach a présenté ce jeune homme aux travaux de Fermat. Parmi eux se trouvait la question des nombres parfaits. Le nom de ce prodige était Leonhard Euler. Euler a repris là où Descartes avait laissé, mais avec plus de succès. En faisant cela, il a fait 3 percées sur ce problème. Premièrement, en 1732, il a découvert le 8e nombre parfait, ce qu'il a fait en vérifiant que 2 à la puissance 31 moins 1 est un nombre premier, tout comme Mersenne l'avait prédit. Pour ces 2 autres percées, il a inventé une nouvelle arme, la fonction sigma. Cette fonction additionne tous les diviseurs d'un nombre, y compris le nombre lui-même. Prenez un nombre, disons 6. En additionnant tous ses diviseurs, on obtient 12, soit le double du nombre initial. Et cela sera vrai pour tous les nombres parfaits. La fonction sigma d'un nombre parfait donnera toujours le double du nombre lui-même, car la fonction sigma inclut le nombre comme l'un de ses diviseurs. Cela peut sembler être un petit changement, mais il s'avère être extrêmement puissant. Alors, regardons quelques exemples. Prenez un nombre premier, comme 7. Étant premier, vous ne pouvez pas le réorganiser en rectangle. Ainsi, les seuls diviseurs sont 1 et le nombre premier lui-même. Donc sigma 7 est 1 plus 7, ce qui est égal à 8. Maintenant, pour rendre les choses plus faciles à suivre, nous nous en tiendrons simplement au nombre. Mais que se passerait-il si au lieu de 7, vous aviez 7 au cube? Eh bien, encore une fois, la somme des diviseurs est vraiment simple. C'est simplement 1 plus 7 au carré plus 7 au cube. C'est simplement 1 plus 7 au carré plus 7 au cube. Maintenant, utilisons-le sur un nombre différent, disons 20. La somme de ces diviseurs est 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 10 plus 20, ce qui équivaut à 42. Mais vous pouvez aussi l'écrire comme 1 plus 2 plus 4 fois 1 plus 5. Et c'est ce qui rend la fonction sigma si puissante. Si vous avez un nombre qui est composé d'autres nombres qui ne partagent pas de facteurs entre eux, donc sigma de 2 au carré fois sigma 5 vous pouvez diviser est égal à sigma 20 sigma en les fonctions sigma des puissances premières qui le composent. Et comme tout nombre peut être écrit comme le produit de puissance première, vous pouvez diviser la fonction sigma de tout nombre composite avec ces nouvelles fonctions sigma de ses puissances premières. Réalisé sa deuxième percée et a accompli il a prouvé que chaque nombre parfait pair a la forme d'Euclide. Ce théorème d'Euclide-Euler a résolu un problème vieux de 1600 ans et a prouvé la 4e conjecture de Nicomaque. L'historien William Denham l'a qualifié de plus grande collaboration mathématique de l'histoire. Mais Euler n'avait pas encore fini. Il voulait également résoudre le problème des nombres parfaits impairs. Pour sa 3e percée, il a entrepris de prouver l'autre affirmation de Descartes. Parce que si un nombre parfait impair existe, vous savez 2 choses. Une forme spécifique. Premièrement, n est impair. Et deuxièmement, sigma de n est égal à 2n. Tout nombre n peut s'écrire comme un produit de nombres premiers distincts, alors chacun cela et mettons-le dans la fonction sigma d'Euler.
Donc, vous obtenez sigma de n égale à sigma de tous ces nombres premiers à leur puissance, ce qui équivaut à 2n. Puisque ces facteurs sont des nombres premiers, vous pouvez diviser la fonction sigma en sigma des puissances de nombres premiers individuels. Maintenant, une chose à remarquer est que si vous avez un nombre premier élevé à une puissance impaire, par exemple, vous obtiendrez toujours un nombre de 1, parce que alors la fonction sigma devient paire, parce que 1 plus 7 égale 8. Si le nombre premier est plutôt élevé à une puissance paire, comme 7 au carré, alors la fonction sigma, si vous avez la fonction sigma d'un nombre premier impair sigma élevé à une puissance impaire est égal à 1 plus, si au contraire elle est élevé à une puissance paire, ce qui est égal à un nombre impair. Et c'est là que l'ingéniosité géniale de l'heure entre en jeu. Plus impair donne impair. Parce que ici, sur le côté droit, vous avez 2 fois n, où n est un nombre parfait. Cela signifie qu'il ne doit y avoir qu'un seul nombre pair sur le côté gauche. Parce que s'il y avait 2 nombres pairs, vous pourriez factoriser à 4. Mais cela signifie que vous devriez également pouvoir factoriser 4 sur le côté droit, ce que vous ne pouvez pas parce que n est impair. Et il n'y a qu'un seul 2 ici. Donc, un seul de ces sigmas ici peut donner un nombre pair, ce qui signifie qu'il y a exactement un nombre premier qui est à une puissance impaire. Et maintenant, tous les autres doivent affiner un peu plus la forme et à montrer qu'un nombre parfait impair n'a pas pu prouver s'ils existaient ou non. Il a écrit « Savoir s'il existe des nombres parfaits impairs est une question très difficile. » Pendant les 150 années suivantes, très peu de progrès ont été réalisés et aucun nouveau nombre parfait n'a été découvert. Le mathématicien anglais Peter Barlow a écrit que le 8e nombre parfait d'Euler est le plus grand qui sera jamais découvert. Ont continué à poursuivre ces nombres curieux, insaisissables. Sans partons débuter avec les nombres premiers de Mersenne. Il est peu probable que quiconque tente jamais d'en trouver un sur sa liste se trouvait 2 jusqu'à 67 Mersenne avait jusqu'ici excellé dans son travail. Il avait inclus le 8e nombre parfait d'Euler tout en évitant d'autres comme 29 qui se sont avérés ne pas conduire à un nombre parfait. Mais 230 ans après que Mersenne ait publié sa liste, Édouard Lucas a prouvé que 2 à la puissance 67 27 ans après n'était pas un nombre premier, bien qu'il n'ait pas pu prouver ses facteurs. Sans dire un mot, il s'est dirigé vers un côté du tableau noir et a écrit 2 à la puissance 67 moins 1 égale 147 quintillions, 573 quadrillions, 952 trillions, 589 milliards. Il s'est ensuite dirigé vers l'autre côté du tableau noir et a multiplié 193 millions. Il s'est assis sans dire un mot et l'audience a éclaté d'applaudissements. 760 et 1 milliard 838 millions. Il a admis 257 qu'il lui avait fallu 3 ans de travail les dimanches la même pour résoudre cela. De 500 avant Jésus-Christ jusqu'à 1952, les gens n'avaient découvert que 12 nombres premiers de Mersenne, et donc seulement 12 nombres parfaits. De 500 avant JC jusqu'à 1952, les gens n'avaient découvert le défi que 12 majeur nombres était de premiers de confirmer Mersenne, la primalité des et grands donc nombres de Mersenne. Seulement 12 nombres parfaits. Mais en 1952, le mathématicien américain Raphael Robinson a écrit un programme informatique pour effectuer cette tâche. Il a trouvé les 5 prochains nombres premiers de l'ordinateur et donc les nombres de l'époque correspondant. Le Standards Western Automatic Computer. Au cours des 50 années suivantes, de nouveaux nombres premiers de Mersenne ont été découverts rapidement, tous grâce aux ordinateurs. Le plus grand nombre premier de Mersenne à la fin de 1952,
était 2 à la puissance de 2281-1, qui a 687 chiffres. À la fin de 1994, le plus grand nombre premier de Mersenne était 2 à la puissance de 859 433-1, qui a 258 716 chiffres. La tâche de trouver de nouveaux nombres premiers de Mersenne devenait de plus en plus difficile, même pour les super-ordinateurs. Ainsi, en 1996, l'informaticien George Waltman a lancé la Great Internet Mersenne Prime Search, le GWEMS. Elle distribue le travail sur de nombreux ordinateurs, permettant à chacun de contribuer à la recherche de nombres premiers de Mersenne avec la puissance de leur ordinateur. Le projet a été très réussi jusqu'à présent, et la meilleure ayant découvert 17 nouveaux nombres premiers de Mersenne, dont 15 étaient les plus grands nombres premiers connus à ce moment-là. Si votre ordinateur découvre un nouveau nombre premier de Mersenne, vous serez répertorié. Il y a même un prix de 250 000 $ à une liste pour le premier nombre des meilleurs mathématiciens de tous les temps. En 2017, le diacre de l'Église John Pace a découvert le 50e nombre premier de Mersenne en utilisant le GWEMS. Des nombres premiers de Mersenne à la puissance 77 millions. Il était aussi le plus grand nombre premier connu à l'époque, à plus de 23 millions de chiffres. Pour célébrer cette réalisation, la maison d'édition japonaise Nanairosha a publié ce livre, le plus grand nombre premier, c'est ce nombre réparti sur 719 pages glorieuses. La taille de cette police est si petite. Le livre a rapidement atteint la première place sur Amazon et s'est vendu en 4 jours. Après, le 51e nombre premier de Mersenne a été trouvé. C'est 2 à la puissance de 82 589 933-1. Et ce nombre a 24 862 048 chiffres, mais il y a quelque chose que j'apprécie ici dans l'absurdité. Mais ce n'est pas le genre de connaissance que n'importe qui va lire dans un livre, mais d'une certaine manière, c'est agréable qu'il y ait cet artefact physique qui a le nombre. Si jamais les ordinateurs ont été incroyablement efficaces pour trouver de nouveaux nombres et se dire de Mersenne nombre et leur nombre parfait correspondant, c'est toujours mais nous n'en avons plus grand nombre que 51, et puisque les nombres de cette forme grandissent, alors vous pourriez suspecter qu'il n'y a plus grand nombre premier de Mersenne et presque qui signifierait que la cinquième conjecture de Nicomaque serait fausse. Il n'y a pas un nombre infini de nombres parfaits. La conjecture de Lenstra and Pomerance-Wagstaff maintenant prédit combien de nombres premiers de Mersenne devraient apparaître en fonction de la taille de P. La conjecture fonctionne remarquablement bien, mais plus important encore, elle prédit qu'il y a une infinité de nombres premiers de Mersenne, et donc une infinité de nombres parfaits pairs. Les nombres premiers de Mersenne sont simplement si grands et rares qu'ils prennent beaucoup de temps et de ressources informatiques pour les trouver. Mais une conjecture n'est pas une preuve. Et jusqu'à ce jour, ce problème partage le titre du plus ancien problème alors, peut-être que nous pourrions simplement vérifier avec d'autres questions et voir si existe ce que les chercheurs ont tenté en 1991. La façon la plus simple de résoudre ce problème est de trouver un exemple. 21 ans plus tard, Pascal Hochschild et Michael Rao ont augmenté cette limite inférieure à 10 à la puissance 1500. Avec des progrès récents qui ont poussé ce nombre jusqu'à 10 à la puissance 2200. Avec des nombres aussi grands, il est peu probable qu'un ordinateur en trouve un de sitôt, donc nous devrons nous montrer intelligents. À quoi ressemblerait une preuve? Comment pourrions-nous réellement prouver cela? Je pense que l'idée principale avec laquelle les gens ont essayé d'aborder ce problème est de trouver de plus en plus de conditions que les nombres parfaits impairs doivent satisfaire. On appelle cela un réseau de conditions
où il doit maintenant avoir 10 facteurs premiers que nous connaissons et peut-être des milliers de facteurs premiers non distincts et doit être supérieur à 10 à la puissance 3000. Et il doit faire toutes ces différentes choses et nous espérons qu'à terme, il y a juste tellement de conditions qui contraignent les nombres qu'ils ne peuvent pas exister. Depuis Euler, les mathématiciens continuent d'enrichir ce réseau de nouvelles conditions. Mais jusqu'à présent, cela a échoué. Mais il pourrait y avoir un autre chemin. Quand Descartes cherchait des nombres parfaits impairs, il est tombé sur 198 milliards, 585 millions, 576 189, que vous pouvez factoriser comme 3 au carré, fois 7 au carré, fois 11 au carré, fois 13 au carré, fois 20 2021. Mettez cela dans la fonction sigma d'Euler, et vous constaterez qu'il est égal à 2 fois le nombre original. En bref, il est parfait. C'est-à-dire, si 22 021 était un nombre premier, mais ce n'est pas le cas, car il est égal à 19 au carré fois 61. Et en remplissant cela, montre que ce n'est pas parfait. Des nombres comme celui-ci qui sont très proches d'être des nombres parfaits impairs sont appelés des parodies. Les parodies sont un groupe plus large de nombres. Ainsi, les nombres parfaits impairs partagent toutes les propriétés des parodies et certaines en plus. Et l'objectif est de trouver des propriétés des parodies qui les empêchent finalement d'être des nombres parfaits impairs. Par exemple, une condition des nombres parfaits impairs est qu'ils ne peuvent pas être divisés par 105. Donc, si vous trouvez que les parodies doivent être divisibles par 105, cela prouverait que les nombres parfaits impairs ne peuvent pas exister. En 2022, Pace Nelson et une équipe à Brigham Young University ont trouvé 21 nombres de parodies, y compris le nombre de Descartes. Et bien qu'ils aient découvert de nouvelles propriétés des parodies, ils n'en ont trouvé aucune qui exclut les nombres parfaits impairs. Alors, quelle devrait être la taille d'un nombre parfait impair? Ils n'existent pas. Tu ne penses pas que les nombres parfaits impairs existent? Non, ils n'existent pas. J'aimerais qu'ils existent. Ce serait vraiment cool s'il y avait ce nombre parfait impair gigantesque quelque part dans l'univers. Il n'existe pas, non. Comment êtes-vous convaincu qu'il n'existe pas? Il y a quelque chose appelé un argument heuristique où ce n'est pas une preuve. Donc, si nous avions une preuve, nous en aurions fini. C'est juste un argument, d'accord. Nous pensons que les nombres premiers se produisent aussi souvent de ce type. Et vous mettez ces informations ensemble et vous pensez, en moyenne, combien de nombres devraient être parfaits. Cet argument, qui a été fait par Karl Pomerance, prédit qu'entre 10 puissance 2002 et l'infini, il n'y a pas plus de 10 puissance moins 540 nombres parfaits de la forme n égale pm carré. Avec les nombres parfaits impairs, l'heuristique dit que nous ne devrions pas nous attendre à en avoir. Nous avons cherché assez haut maintenant que nous pensons avoir suffisamment de preuves qu'ils ne devraient plus exister. Mon interprétation est que cet argument heuristique prédit également qu'il n'y a pas de grand nombre parfait, pair ou impair. Donc, c'est vrai, Donc, il y a un inconvénient. Oui, il y a un inconvénient parce qu'il dit qu'il ne devrait pas y avoir de grands nombres parfaits et nous nous attendons en fait à ce qu'il y en ait une infinité. D'accord. Alors pourquoi je crois à l'heuristique dans ce cas et pas dans ce cas? Tu as raison. Suis-je hypocrite à ce sujet? Il y a d'autres aspects que vous pouvez ajouter à l'heuristique pour la rendre plus forte, disons-le comme ça. Mais tu as raison, ce n'est pas une preuve. Ce problème reste à ce jour le plus ancien non résolu en mathématiques. Euler avait raison quand il a dit que savoir s'il existe des nombres parfaits impairs est une question très difficile. Alors, y a-t-il des applications de ce problème? Je peux dire que non. Maintenant, beaucoup de gens peuvent penser que s'il n'y a pas d'application dans le monde réel, alors il n'y a aucun intérêt à l'étudier. Pourquoi quelqu'un devrait-il se soucier d'un vieux problème non résolu? Mais je crois que c'est la mauvaise approche. Pendant plus de 2000 ans, la théorie des nombres n'a eu aucune application réelle dans le monde. Ce n'étaient que des mathématiciens suivant leur curiosité et résolvant des problèmes qu'ils trouvaient intéressants, prouvant un résultat après l'autre et construisant une fondation de mathématiques inutile. Mais ensuite, au XXe siècle, nous avons réalisé que nous pouvions prendre cette base et baser notre cryptographie dessus.
C'est ce qui protège tout, des messages textes aux secrets gouvernementaux. Chaque fois qu'un groupe de personnes met leur esprit à résoudre un problème, quelque chose de bon en ressortira. Si c'est seulement au début, cela ne fonctionne pas. Ok, comme l'a dit Edison, j'ai appris 999 façons de ne pas fabriquer une ampoule avant de trouver la bonne façon de le faire. C'est la même chose avec les mathématiques. Vous avez un problème et vous y consacrez votre esprit et d'autres le font aussi et vous trouvez de nouvelles idées et finalement quelque chose de bon ressort de ce processus. La relativité générale d'Einstein repose sur des géométries non euclidiennes. Des géométries qui ont été développées comme des curiosités intellectuelles sans prévoir comment elles changeraient un jour notre compréhension de l'univers. Vous pensez que combien de personnes travaillent actuellement sur le problème des nombres parfaits? Je suppose qu'environ 10 personnes ont actuellement des articles dans ce domaine, entre 10 et 15. Si vous êtes un lycéen et que vous adorez les mathématiques et que vous voulez un problème à résoudre, c'est un excellent problème sur lequel vous pouvez progresser. Vous pouvez découvrir de nouvelles choses. Oui, n'ayez pas peur. Des centaines de personnes ont médité sur ce problème pendant des millénaires. Que puis-je faire? Vous pouvez faire quelque chose. Pourquoi devriez-vous faire des maths si vous ne savez pas qu'elles mèneront quelque part? Eh bien, parce que faire les maths est le seul moyen de savoir avec certitude. Vous ne pouvez pas prévoir à l'avance ce que sera le résultat. Ce problème pourrait s'avérer être un échec. Nous pourrions le résoudre et cela pourrait ne rien signifier pour personne ou cela pourrait s'avérer remarquablement utile. La seule façon de savoir avec certitude est d'essayer.